Je vous remercie d'être présent pour la conférence de Madame Arellano Almudena. Je salue la présence des présidents d'honneur, le chef de bataillon Lorenzi et le capitaine Volpi. Malheureusement, le chef de bataillon Olivero ne pourra pas venir, mais Madame Debourg qui le remplace. Madame Arellano nous a déjà fait une conférence le 20 mai 2022, vous en rappelez, sur la grotte de Pendimoun de Castellar. Elle est titulaire, je rappelle, d'un doctorat et sciences en préhistoire. Madame Arellano est aussi responsable du musée de la préhistoire de Menton. Et elle va nous parler des grottes de Grimaldi. Ces grottes sont situées en bord de mer, à la frontière franco-italienne, mais du côté italien. Ces grottes ont été particulièrement explorées par M. Stanislas Bonfils, scientifique mentonais, qui créa à partir de ses recherches dans ces grottes le premier musée de la ville de Menton, qui est l'actuel musée de la préhistoire régionale. Depuis cette époque, les découvertes s'enchaînent jusqu'à aujourd'hui, où des grottes sous-marines ont été découvertes en 2023, ce qui amène une nouvelle lumière à la vie depuis la préhistoire dans le territoire mentonnais. En vous remerciant, Madame Arellano, je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux ce matin pour ce sujet qui est quand même assez particulier. Puisque effectivement, les grottes de Grimaldi, comme est les noms, on va dire, les plus habituels de notre côté, des côtés français, elles sont maintenant amenées à être appelées i Balzi Rossi, des côtés italiens. Mais sachez que le rapport entre les grottes de Grimaldi et Menton, c'est un lien fort et ancien, à un tel point qu'à une certaine époque, les grottes de Grimaldi s'appelaient les grottes de Menton. Donc on le voit même sur certaines étiquettes qui ont été laissées par Stanislas Bonfils, fondateur donc du musée de Menton, et sur tous les matériels qu'il avait trouvés, puisque la collection originale qui a permis la fondation de ce musée, c'était celle de Stanislas Bonfils, et sur ces étiquettes, c'est Grotte de Menton. C'est son premier lieu de fouille, et c'est un lieu sur lequel il va rester attaché l'ensemble de sa vie. Alors, c'est vrai que sur ces titres-là, un peu général, les grottes de Grimaldi aux origines culturelles de la ville de Menton, je voulais vraiment indiquer ces liens qu'il existe, malgré que, effectivement, i Balzi Rossi, les grottes de Grimaldi ou Bauser Rose, ce sont des grottes qui sont dans les territoires italiens. Ça, c'est un fait de la géopolitique. Mais rien n'empêche que ces grottes, les liens, il est toujours là. À Menton, c'est beaucoup plus facile d'y accéder aux grottes de Grimaldi que pour quelqu'un de Ventimille de venir jusqu'aux grottes de Grimaldi. Hein. C'est la frontière, effectivement, vraiment la frontière, des côtés italiens, juste après le poste frontalier. Mais l'accès, pour nous, quand on est sur Menton, elle est extrêmement simple. Et c'est assez habituel d'y aller et se joindre jusqu'à la frontière, rien qu'en faisant juste une petite balade sur le bord de mer. Cette photo que vous avez là, elle vous montre le musée tel qu'il était au 19e, fin 19e, début 20e. Donc vous voyez qu'il y a des petites transformations par rapport au bâtiment original qui est toujours là, dont on conserve toujours les collections originales de Stanislas Bonfils et qui sont toujours présentées dans l'exposition permanente. Alors on reconnaît bien les 4 arcades, hein, c'est la place Loredan-Larcher, au fond de la place Loredan-Larcher, musée. Ces mosaïques qui représentent le mont musée et qui a été, dans le cadre de la Deuxième Guerre, une véritable bataille entre les occupants donc italiens et la population mentonnaise, hein, puisqu'il fallait maintenir cette mosaïque écrite en français. Et ça a été maintenu, il n'a jamais été enlevé. Là, par exemple, maintenant, vous trouvez 4 sculptures qui représentent les saisons.
Et par contre, ces jolies bases que vous avez ici décoratifs, ils ne sont plus actuellement. Ils ont été enlevés puisque les poids sur la façade elle était trop important. Donc pour une question de sécurité, ils ont été enlevés après la guerre. Alors elle commence quand cet rapport entre les grottes de Grimaldi et la ville de Menton? Eh bien, il faut venir à son protagoniste, Stanislas Bonfils. Ce dessin que vous avez là, il a été fait par Mademoiselle Brun Arellano et il a fait partie de l'exposition qu'on a fait l'année dernière au Musée de Préhistoire pour fêter le bicentenaire de la naissance de Stanislas Bonfils. Donc, Stanislas Bonfils, qui a été effectivement un naturaliste, mais il était aussi intéressé à tout ce qui est l'histoire des Menton. Il y a des écriteaux à lui, des manuscrits, qui sont conservés à la bibliothèque, aux archives, et nous avons la chance de conserver au Musée de Préhistoire régionale toutes ces collections. Donc, collections, comme je vous dis, qui sont depuis quelques animaux naturalisés jusqu'aux collections récupérées lors de ces fouilles aux grottes de Grimaldi. Stanislas Bonfils, il a vécu une période bien particulière à Menton, c'est-à-dire que pendant toute sa vie, il est né en 1823 et il est mort en 1909, il a connu plusieurs régimes politiques divers, parce qu'il est né monégasque et il est mort français. Donc, il a connu la révolution mentonnaise, il a connu le rattachement de Menton à la France, et entre-temps, il a connu également une période pendant laquelle Menton il faisait partie des villes libres, et ils étaient sous le protectorat des royaumes de Piémont-Sardaigne. Pendant toute cette période-là, il s'est intéressé aux sciences, c'est-à-dire qu'il avait son travail, il était marin à la base, syndic des gens de mer, mais il a toujours maintenu un rapport particulier avec la mer. Il était issu d'une famille de marins, son grand-père il était capitaine de bateau, et la mer pour lui ça va être quelque chose de très important, et effectivement tout ce qui est autour de la mer, donc en particulier il connaît très bien le littoral. Il sait de cette façon-là qu'il va maintenir toujours ses rapports et ses contacts de terrain avec ces grottes de Grimaldi qui se trouvent, comme vous connaissez, j'imagine, beaucoup d'entre vous, en bord de mer. Pour lui, ces collections, il faut les conserver, et il faut les conserver dans un musée. Donc, il commence, comme c'était propre de son époque, pour créer une sorte de cabinet d'histoire naturelle qu'il va faire dans son domicile personnel. Tous les ramassages, on va dire, qu'il fait autour des grottes de Grimaldi, mais pas seulement, puisqu'il va aller jusqu'au Castel d'Apio, dont on a une belle collection de fossiles. Il va récupérer des choses aussi dans les niveaux crétacés des Castellars, par exemple. Il va également naturaliser des animaux, donc il va inventer un système bien particulier à lui, qu'il a voulu garder en secret, pour pouvoir naturaliser tout ce qui était éléments biologiques à matière molle, par exemple les poissons, les reptiles, les amphibiens. Et il était quand même assez coté, on va dire, dans les milieux des naturalistes, à cause de cette particularité, de ce système qu'il a inventé. Un peu plus tard, il demande, puisque son cabinet devenait trop exigu, puisque dans son domicile, c'était compliqué de maintenir un système d'ouverture, il va créer un cabinet, toujours son cabinet d'histoire naturelle, dans l'ancienne mairie, celle qui se trouve dans la place des Manèges. Et là, il va recevoir des personnalités, des touristes qui viennent visiter ses collections. Mais c'est à partir de ce moment-là où il commence à, entre guillemets, se professionnaliser, et il demande à la ville de Menton un laboratoire pour pouvoir s'en occuper de ces animaux qu'il veut naturaliser, pour pouvoir organiser de manière plus simple et surtout plus visible toutes ces collections de préhistoire. Et donc, il commence à demander la création d'un musée. Donc, à partir de 1905, il y a une convention qui est signée avec la ville de Menton. 1906, c'est la mise de la première pierre de ce musée que vous avez vu dans la photo et que vous avez là aussi. Le musée il ne sera ouvert au public qu'en 1910, le temps de faire les travaux, etc. Donc, Stanislas Bonfils, il ne connaîtra jamais son musée. Mais sa collection, elle est là, et sa mémoire, elle est préservée, puisque en 2008, par également décision, délibération municipale,
le conseil municipal a décidé de rajouter au nom du musée de préhistoire régional de Menton le nom de Stanislas Bonfils. Alors comment il commence cette histoire, cette ampleur de connaissances autour des grottes de Grimaldi? Eh bien, ce qui va vraiment développer vis-à-vis du monde l'importance de ces sites-là, c'est la construction de la voie ferrée. À partir du moment où la voie ferrée elle va être creusée, elle passe, comme vous le voyez là, mais vraiment au pied des grottes. Hein. Là, vous avez, ça c'est la grotte de Florestan. Ici, il y a l'Avry Laurency. Là derrière, il y a la grotte des Enfants et Constantini. Et là, vous voyez les talus. Ces talus-là, à partir du moment où elle va être creusée pour créer les voies ferrées, ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de matériel, on va dire, exotique, c'est-à-dire des ossements, des pierres taillées, etc. Alors, sachez que la voie ferrée, elle commence à être creusée dans notre zone entre 1868 et c'est en 1870 qu'il arrive vraiment devant les grottes de Grimaldi. Eh bien, à partir du moment où là, ça va être creusé et que tous ces restes, ils vont apparaître en grande quantité, ça va attirer l'attention de absolument tout le monde scientifique, en tout cas européen, et on va connaître à Menton une arrivage importante des personnalités du monde de la science qui s'intéressent à ces lieux-là. Une des premières choses, ça va être la question de repérer ces grottes-là, puisque c'est vraiment pas évident. Il y a cette falaise en calcaire jurassique qui est percée par une série de grottes. On les appelle grottes, mais c'est plutôt des abris, on peut dire, puisqu'ils sont vraiment très profondes. Ils sont d'origine marine, c'est-à-dire la formation de cette falaise, mais on en parlera tout à l'heure. Elle s'est faite au fond de l'eau. Hein. C'est le propre de ces genres de calcaires, les calcaires jurassiques. Là, vous avez une carte qui est antérieure au creusement des chemins de fer. Donc, vous voyez que là, c'était vraiment que le littoral. Hein. C'était la petite voie, probablement le reste de la Via Julia, hein, ce qu'on appelait les chemins romains, qui passent devant les grottes de Grimaldi, mais vraiment au littoral. Il y a juste un endroit à niveau de l'éperon rocheux ici, où la falaise elle est creusée pendant l'Antiquité pour faciliter les passages de cette voie. Et après, il a fallu quand même en faire transpercer la falaise pour permettre l'accès de ces chemins de fer. Hein. Alors, dans l'autre carte, qui est plus récente, hein, puisque vous voyez qu'il y a déjà les chemins de fer, vous voyez comment la falaise elle a été transpercée. Et vous avez déjà une série de grottes, dont là, ce sont deux. Hein. C'est la grotte des Enfants et Constantini, Laurency, Florestan, Moki, elle n'apparaît pas. Là, c'est la grotte des Cavillons. Ici, c'est l'Avry Bombrini qui n'apparaît pas non plus, répertorié en tant que site. La Varmagrande, ça a été complètement éliminé, puisque cet éperon rocheux-là, il est exploité en tant que falaise. Enfin, que carrière des calcaires jurassiques, par la famille Abo, propriétaire également de la Varmagrande. Donc, du coup, cette grotte que vous avez là, la Bauso da Torre, actuellement, elle n'existe plus. Ce que vous avez ici, c'est une sorte de petite plaine avec un talus, et la falaise, vous ne la trouvez qu'à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'avec l'exploitation de cette carrière, toutes ces parties-là de rochers, c'est disparu. Là, vous en avez les passages, les chemins de fer, donc il y a les ponts des chemins de fer. Les ponts romains, il s'est trouvé à peu près à ce niveau-là. Il est actuellement disparu. Et ici, vous avez encore une autre grotte, c'est la grotte de Prince, qui appartient toujours à Monaco. Elle a été achetée par le prince Albert Ier afin de pouvoir réaliser ces fouilles de manière complètement, on va dire, indépendante du reste du monde des chercheurs qui travaillaient sur l'ensemble des grottes de Grimaldi. Alors sachez qu'avec le temps, ce site-là, on ne le considère plus actuellement uniquement comme un site à grotte. C'est l'ensemble de la falaise qui est considéré comme un site archéologique à lui-même, puisque au moment de la construction ici, je ne sais pas si entre vous connaissez, il y a un ovare de bâtiments, il y a les musées actuels, le musée de Valcerossi qui date de 1995 de mémoire, elle a été construite à ce moment-là. Donc il a fallu creuser ici dans les talus. Dans deux sites, ils ont été trouvés, l'esbirreria, l'ex-casino.
Donc chaque fois qu'il y a ce que ce soit, petit creusement, etc., à niveau de ces talus-là, vous trouverez encore des sites différents, avec une chronologie dont on en parlera tout à l'heure, qui est quand même assez ample. Voilà un petit passage autour de l'historique de ces sites-là. Qui fouille là-dedans? Qui sont les personnages historiques plus importants qu'ils vont venir, qu'ils vont travailler? Eh bien, vous en avez déjà lui, Émile Rivière. Émile Rivière, il vient de Paris. C'est un Parisien, un scientifique, toujours relié à tout ce qui est l'histoire naturelle, et qui arrive à Menton pour une question de santé. En fait, il a des problèmes pulmonaires et il va venir dans les stations thermales de Menton et il va rencontrer un naturaliste sur place, c'est-à-dire Stanislas Bonfils, qui va lui présenter les lieux. C'est Stanislas Bonfils qui lui amène pour la première fois dans les grottes de Grimaldi. Ça, c'est quelque chose que Stanislas Bonfils va un peu garder et qui va raconter à toutes ces personnalités qui viennent visiter son cabinet d'histoire naturelle. Et il le regarde un peu, on peut dire, de façon un peu douloureuse. Le fait qu'il a présenté les lieux à Émile Rivière. Émile Rivière, étant un professionnel des sciences naturelles, il a acheté les droits de fouiller dans les grottes. Donc, il disposait des possibilités pécuniaires, économiques et un appui, on va dire, des ministères, de l'équivalent du ministère de la Culture de l'époque, que Stanislas Bonfils n'avait pas. Et il a complètement écarté de ses propres recherches en récupérant et en plus en ayant beaucoup de chance au niveau de la recherche, il faut le dire. Donc, pour Stanislas Bonfils, il va vivre ça un peu comme une sorte de trahison, puisque Émile Rivière, il achète l'ensemble des grottes sauf la grotte des Princes. Et il va trouver, effectivement, il va vider à quelque part ses cavités. Et les matériels, il va l'amener à Paris. Donc, ça veut dire qu'ici, il n'y avait même pas la possibilité d'accès à voir ces collections. Donc, Émile Rivière, il achète en particulier une des grottes, celle que vous avez là au milieu, dans cette magnifique gravure. C'est la grotte du Cavillon. Et il a eu beaucoup de chance. Donc la grotte de Cavillon, quand Émile Rivière l'achète, elle était remplie jusqu'ici, remplie de sédiments. Il y a quelques gravures anciennes où on montre qu'il n'y avait que cette partie qui dépassait, qui était, on va dire, libre. Donc il va les vider. Évidemment, à l'époque, le système de fouille, c'est la pioche. C'est pas comme nous maintenant, ça va beaucoup plus vite. Et en arrivant à peu près à l'auteur actuel depuis les sols, le rocher mère ici, il va à peu près à 4 mètres de fond, il tombe sur une première sépulture, c'est celle-ci. Alors cette sépulture, elle a été nommée en tant que l'homme de Menton. Et c'est resté sur cette étiquette, l'homme de Menton, jusqu'aux années 2000. Où en étude, il a été lancé sur ce squelette parce que le corps, il a été amené en ce qu'on appelle une fouille de blocs. C'est-à-dire qu'Émile Rivière, voyant que c'était un être humain, qu'il était en une position bien définie, c'est-à-dire un contexte archéologique complet et parfait, il y avait même des objets tout autour, il décide de ne pas la fouiller sur place. Il va faire une sorte de trait, un carré, enfin un rectangle plutôt, il fait un rectangle, et il va emporter les rectangles avec les corps plus les sédiments directement à Paris. Et il va rester comme ça jusqu'en 1999, où le professeur Delomblet, qui a travaillé bien sûr dans les grottes de Grimaldi, qui est dans la rénovation du musée de préhistoire de Menton pour la version de 1985, qui est le créateur du musée des merveilles, qui a fouillé dans les grottes de Totavel. Enfin, il a une très longue curriculum vitae. Eh bien, il a décidé de faire cette fouille sur place en laboratoire et ils se sont rendus compte de quelque chose qui était déjà évoqué mais jamais prouvé. C'est le fait que ces corps-là, c'est une femme. Donc, il a été renommé et il a été appelé Dame Cavillon. Cavillon pour la grotte dans laquelle elle a été trouvée, des grottes de Grimaldi, puisque chaque cavité il a son nom. Et donc, Dame Cavillon, elle est maintenant toujours à Paris, mais elle est détachée. C'est-à-dire que chaque élément, il est conservé individuellement
Et on peut vérifier chaque ossement, chaque fracture, chaque pathologie, etc., etc. Donc, c'est la première sépulture qui est trouvée dans les grottes de Grimaldi. Ça date de 1870. 70, fin de 1870, puisque c'est là qu'ils vont trouver d'abord des ossements au niveau du pied. Là. Et c'est dans les cours des débuts de 1871 que le corps il sera en définitive sorti et amené à Paris. Alors évidemment, ça va faire un choc à Stanislas Bonfils, qui connaît ces grottes depuis l'âge de ses 10 ans. Il avait 10 ans, donc en 1833, et il allait déjà récupérer des éléments au grottes de Grimaldi, à part de ramasser des patelles en bord de mer, tel que c'est raconté dans l'historique. Et il se rend compte qu'en fait, il n'a pas de chance, parce que lui, il est là tout le temps, et il arrive à trouver des choses, mais il n'a jamais trouvé une sépulture. Il va falloir quand même qu'il attende un certain nombre d'années, plus de 10 ans, pour trouver sa sépulture à lui. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Il y a un autre personnage très important, lui, Alexandre Julien, antiquaire à Nice. Lui, évidemment, ce qu'il voit, c'est une question économique. Alors, dans ces talus, pendant lesquels il y a les ouvriers qui travaillent, qui creusent et qui posent les bois de ces chemins de fer, il y a toute une affaire qui s'organise. C'est-à-dire que les ouvriers, ils récupèrent des matériels, puisqu'ils sont en train de les sortir, des ossements, des pierres taillées, etc. Et ils le revendent. Et ils le revendent aux touristes. Puisque, d'ailleurs, vous les voyez là, dans cette magnifique gravure, hein, là, vous voyez les gens qui visitaient, hein, qui venaient voir. Là, c'est le moment de la découverte. Hein. La sépulture, elle est là, de ce côté de la paroi. Donc, vous avez tous les gens qui venaient. D'ailleurs, il y avait les mouletiers. Il y avait un itinéraire avec des mules qui s'organisaient depuis Menton pour aller jusqu'à la frontière et visiter les grottes de Grimaldi. C'est la même époque, d'ailleurs, où cet écrivain et journaliste, à la base, qui était Gaston Leroux, il va écrire un roman qui se passe aux grottes de Grimaldi. C'est Les parfums de la Dame en Noir, dans la deuxième partie des Mystères de la Chambre jaune. Eh bien, ça se passe dans les grottes de Grimaldi et il raconte dans ce roman-là tous les scientifiques, ils donnent des vrais noms des personnes qui étaient là. Et ils parlent des vraies découvertes, donc un éléphant, qu'on verra tout à l'heure dans une des diapositives. Il en parle de ces bifaces, de ces pierres taillées. Donc, vous voyez, c'était quand même quelque chose de très, très connu, hein, de très médiatisé. L'effet des découvertes dans ces grottes. Eh bien, lui, Alexandre Julien, en tant qu'antiquaire, il voit l'intérêt, c'est-à-dire qu'il vient systématiquement dans les grottes de Grimaldi, il va acheter, ou lui-même, il fait des fouilles, il gratte, il demande, il achète les droits des fouilles sur certains endroits pour pouvoir récupérer ces matériels qu'après il met à la vente dans son antiquaire à Nice. Et il va travailler en particulier dans une des grottes, la Barma Grande, dont les propriétaires, c'est une famille italienne, la même famille italienne qui exploite les rochers en tant que carrière, la famille Abo. Il achète à Abo les droits de fouiller dans la grotte et il va tomber sur un gros lot, c'est-à-dire une sorte de amas d'ocre rouge. Et dans cet ocre rouge, il s'est dit, bon, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il va casser l'amas d'ocre rouge et dedans, il trouve, c'est un peu comme les œufs Kinder, surprise. Eh bien, la surprise qu'il trouve, c'est un ensemble de 15 statuettes féminines. Donc, nous avons la copie des 8 à Menton. Les originaux, ils sont au Saint-Germain-en-Laye, de ces 8-là, puisque les restes, ils sont en Canada, au musée d'histoire canadienne, histoire des civilisations. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, il trouve cet ensemble de statuettes. Ils sont faites, comme vous voyez, en matières différentes. Fondamentalement, celle que vous voyez là, en couleur plutôt vert foncé, c'est une pierre. Les stéatites, c'est une sorte de pierre assez tendre de la famille du talc qu'on trouve dans les Alpes. Mais il y a certaines de ces statuettes-là qui sont faites en ivoire ou en os. Celle-ci, elle se trouve à Boston, l'originale, et elle est faite en os. Si vous regardez sur Internet Vénus Grimaldi, vous allez trouver l'ensemble. Vous verrez, certains ils sont un peu particuliers. En tout cas,
l'ensemble des statuettes que lui, Alexandre Julien, ils vont à Saint-Germain-en-Laye, ils vont faire une sorte de polémique au niveau de la presse scientifique, donc en particulier dans la revue L'Anthropologie à Paris, qui est toujours, d'ailleurs, elle sort toujours régulièrement, c'est géré par l'Institut de paléontologie humaine. Il va y avoir un article par un préhistorien extrêmement connu à l'époque, Gabriel de Mortillet. Gabriel de Mortillet, il voit ces statuettes, déjà, il suivait quand même les affaires des grottes de Grimaldi parce qu'il y a eu la découverte de cette sépulture. Alors, sachez que là, on est en une phase de changement. Vous en avez d'un côté les scientifiques qui sont plutôt reliés à une tradition du 19e siècle, et vous avez les nouvelles vagues des scientifiques qui est plus au 20e siècle, on est entre deux. Donc, la vague du 19e siècle, dont celle il faisait partie, Gabriel de Mortillet, ils sont relativement disposés à accepter l'évolution humaine. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein dans l'époque de Darwin, évolution des espèces, etc. Et il y a quand même une vague encore d'excessisme, j'ai pas de mal avec ces mots, puisqu'il est compliqué pour eux ce changement de mentalité qui est quand même assez soudain, il ne faut pas l'oublier. Et vous en avez d'un autre côté une autre vague de scientifiques qui, eux, ils sont tout à fait dans la série de se dire l'homme préhistorique, il a eu une culture, c'est tout à fait évolutive, un changement, un avancement, etc. Et les deux écoles, entre guillemets, ils se confrontent. Alors, déjà accepter que l'homme préhistorique, il enterre son prochain avec une série d'objets, coiffes, outils, ocre rouge, etc., ça implique quand même une série, on va dire, de caractéristiques culturelles fortes. Donc, on parle vraiment d'une culture définie, une transmission de génération en génération et même parfois une organisation hiérarchique qui est nette. Ça, c'était déjà compliqué. Mais alors là, imaginez que ces troglodytes, comme on les appelait à l'époque, ces troglodytes, elles étaient aussi dans la capacité de faire de l'art. Pour l'ancienne génération, c'était trop compliqué. Donc, du coup, Gabriel de Mortillet, il va écrire un article sanglant contre lui, Alexandre Julien, où il va l'accuser de pervers, puisque ces statuettes qui représentent des femmes enceintes, c'est de la pornographie. Et donc, il est accusé de pervers. Et il dit que c'est forcément un faussaire, qu'il est pervers, qu'il est malade dans sa tête, et que ce genre de choses, ce n'est pas possible, et encore moins imaginer qu'il s'agit de vrais objets préhistoriques. Imaginez un peu la situation, alors que lui, Alexandre Julien, il est tout sauf un scientifique. Lui, son intérêt, ce n'est surtout pas de faire une vague à niveau scientifique, de faire une discussion à ce niveau-là. Lui, c'est un antiquaire. Lui, il vend. Il veut de l'argent. Il fait des découvertes, mais ces découvertes, ils ne sont pas dans un but de faire avancer la science. Lui, il veut vendre ce qu'il trouve. Donc, du coup, évidemment, imaginez dans cette revue qui était très, très cotée à ce moment-là en Europe, il est accusé de faussaire. Sa carrière en tant qu'antiquaire, elle est terminée. Donc, l'ensemble des statuettes qu'il n'avait pas réussi à vendre, il va les récupérer et il va émigrer au Canada. Alors, imaginez, c'est quand même assez curieux, la question de la temporalité. 1894, c'est la découverte de ces statuettes, dont officiellement la Barma Grande. Parce que là aussi, c'est pas si clair que ça soit dans la grotte de la Barma Grande, c'est peut-être tout une autre. 1994, 100 ans, juste 100 ans plus tard, c'est Michael Beeson, qui est un chercheur en préhistoire américain, qui par hasard, il rentre dans un antiquaire, et il trouve des statuettes, il dit, j'en ai vu de ces jours-là ailleurs, en Europe. Il fait arrêter la vente, il demande de faire un prélèvement sur les petites stries de ces statuettes qui étaient, et il se rend compte que c'est exactement les mêmes sédiments provenant des grottes de Grimaldi. Donc, ces pièces-là, ils ont été mises dans les réserves des musées des civilisations, et ils sont là exposés, mais ils sont toujours à la vente. Donc, dernière nouvelle, c'est 4 millions d'euros l'une. Donc, bon, il faut imaginer que probablement ils ne seront jamais achetés. Par contre, les collègues canadiens, ils refusent de faire des moulages. Vous pouvez les consulter, vous pouvez les voir.
Vous pouvez voir sur Internet, vous avez des photos, des dessins magnifiques, mais apparemment pour l'Europe, c'est pas encore gagné qu'on puisse avoir des moulages de ces sculptures. Donc c'est vrai que c'est drôle que même s'il était en dehors complètement de ces mondes scientifiques, le nom de lui, Alexandre Julien, il ressort encore à cause de cette histoire-là, de cette découverte extraordinaire qui suppose l'art de ces hommes de Cro-Magnon. C'est quand même pas anodin, puisque finalement, avec l'ensemble de ces 15 statuettes, le Grotte de Grimaldi est le site le plus riche au monde en art préhistorique, en sculpture. C'est quand même une concentration qui est assez phénoménale. Il y a eu d'autres personnages historiques importants dans les grottes de Grimaldi. Et là, c'est le prince Albert Ier qui achète la grotte des princes qui se trouve là, juste là derrière. Bon, alors, je ne sais pas si la flèche, là derrière. Donc là, c'est les chemins de fer. Là, c'est toute la falaise exploitée à niveau des carrières, qui, comme vous voyez, elle n'existait plus. Les fameux ascenseurs qui permettaient de descendre depuis la frontière supérieure à la frontière inférieure où il y avait un casino. Donc l'ascenseur, il a été démoli en 1961, de mémoire. Ici, il y a les socles de cet ascenseur qui ensuite il va être transformé en un musée, le musée Vignel, donc au premier musée d'État d'Italie et qui était destiné à présenter les grottes de Grimaldi, enfin des collections des grottes de Grimaldi, la Varma Grande qui est ici. Donc vous voyez, tout ça, ça a été gagné, tout cet espace-là, c'est gagné à la falaise, puisque ça a été exploité en tant que carrière. Alors sachez qu'entre les acheteurs de ces pierres-là, de ces calcaires jurassiques, se trouve la ville de Menton, puisque tous les ports de Menton, les pierres qui ont été utilisées, elles viennent de la carrière des grottes de Grimaldi. Alors, le prince Albert, quand il achète cette grotte qui va donner son nom, donc grotte des princes. Maintenant, je crois qu'ils ont demandé, l'équipe actuelle, ils ont demandé qu'on rajoute chaque fois les noms à la grotte des princes. C'est la grotte des princes de Monaco ou des princes Albert Ier. Mais enfin, je pense que ça, c'est comme pour tous les noms, c'est toujours un peu difficile des fois. Hein. Nous, on continue à appeler les musées de préhistoire régionale. L'homme de Menton, même si on l'a appelé Dame Cavillon, on continue à les connaître comme homme de Menton. Et la grotte des princes, depuis 12 siècles, c'est la grotte des princes. Je crois qu'elle sera toujours appelée la grotte des princes. Et on n'en pensera que rarement à qu'il faut rajouter prince de Monaco ou prince Albert Ier de Monaco. En tout cas, quoi qu'il en soit, le prince Albert Ier, il achète cette grotte en pensant qu'il est dans le même contexte que toutes les autres grottes, puisqu'elle est en proximité, donc il va trouver à peu près les mêmes choses. Il est très intéressant la démarche de Prince Albert puisqu'il va se mettre en contact avec toute une série de scientifiques d'époque. Donc il va visiter des divers lieux de découverte, donc au Cro-Magnon. Il va aller voir la grotte de Cro-Magnon, il va aller à Altamira pour voir les peintures, etc., etc. Et il va se faire sa propre idée et il va dire... Je vais faire fouiller cette grotte, mais je veux inclure une méthodologie nouvelle. Et cette méthodologie nouvelle, c'est un peu à la base de ce que nous utilisons encore maintenant, c'est-à-dire l'idée d'une équipe pluridisciplinaire. Il n'y a pas qu'une seule personne qui fouille avec une seule, on va dire, spécialité ou même pas de spécialité, sinon quelqu'un de très généraliste. Il part sur une idée plutôt de mettre des scientifiques qui puissent travailler sur plusieurs domaines. Alors, par exemple, il va chercher de Villeneuve en tant qu'archéologue, de Cartaillac, et il va chercher aussi un paléontologue qui est extrêmement connu dans les milieux de la paléontologie, qui était à Paris. Il travaillait au muséum à l'époque, c'était Marcel Amboul, ils vont travailler sur les résultats de ces recherches à l'intérieur de la grotte des Princes, et chacun en pratiquant son spécialité. Du coup, ça va donner une ampleur différente à cette étude-là. Il va y avoir une monographie qui s'appelle Les grottes de Grimaldi, qui est encore une référence. On l'utilise encore chaque fois qu'on publie en paléontologie en particulier. On travaille toujours sur, on va dire, la vue de ces paléontologues qui étaient Marcel Amboul. Cette monographie, elle sera publiée en 1906. Ils font des planches extraordinaires, en première relevée de la falaise, des
des dessins extraordinaires autour des grottes et énormément de clichés photographiques, en noir et blanc évidemment, des matériels, que ce soit des matériels lithiques, donc toutes ces pierres taillées, comme des restes de faune. Évidemment, ils se rendent compte que les restes qu'ils trouvent ils ne se ressemblent pas tout à fait à ceux qu'on trouve dans les autres grottes. Et il faut dire que l'ensemble des autres grottes que vous avez vues se divise en deux niveaux. Un niveau qui correspond à l'Homo sapiens, l'homme moderne, dont il fait partie la sépulture, donc Homo sapiens, et de l'autre côté, vous en avez un niveau qui est nettement plus ancien, que celui qui correspond à la période de l'homme de Néandertal, dont le type d'outillage est différent. Eh bien, ça va aller encore plus loin, c'est-à-dire que dans la grotte des Princes, vous ne trouverez pas des niveaux correspondants à l'homme sapiens, donc à notre espèce à nous. Il n'y en a pas de ce qu'on appelle paléolithique supérieur. Vous n'avez que les niveaux correspondants à l'homme de Néandertal, paléolithique moyen. Dans les hommes, ils sont un peu différents. C'est toujours considéré comme des hommes anatomiquement modernes, hein, c'est-à-dire que d'un point de vue anatomique, on est pratiquement pareil, à petite différence près. Alors ça, c'est des reconstitutions qui sont présentées au musée de préhistoire de Menton, donc vous pouvez visiter et vous verrez comment l'évolution humaine, il a aussi un visage. Et bien là, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle les torus supraorbitalis, donc ces sortes de saillants sur les yeux qui est quand même très marqué, le front fuyant, face avancée et l'absence des mentons. Vous voyez, le menton, il est vers l'arrière. Donc là, ce sont des pré-néandertals, des néandertals qui vont avoir cette forme et qui est une espèce proprement européenne. Vous n'allez pas les trouver ailleurs, c'est une évolution, on va dire, locale, donc dans notre continent européen, de l'ancêtre qui est encore antérieur, qui est ce qu'on appelle les Homo erectus. Alors que nous, Homo sapiens, on correspond à une vague postérieure qui va arriver ensuite et qui va rencontrer les dernières Homo sapiens, les derniers hommes de Néandertal, pardon. En tout cas, dans la grotte du Prince, les restes, ils sont essentiellement correspondants à ces périodes-là, celle qui est homme de Néandertal. Et c'est seulement dans les fouilles qu'ils vont se faire postérieurement, c'est-à-dire à partir des années 50, avec Louis Barral et Susan Simon, qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont les lieux, enfin, les restes humains plus anciens des grottes de Grimaldi, puisqu'ils ont même trouvé des pré-néandertals, donc les tout dernières erectus, qui sont jusqu'au maintenant les restes humains plus anciens trouvés dans les grottes de Grimaldi. Alors que l'autre ensemble des grottes, ils correspondent surtout aux hommes de Néandertal et pour ceux qui sont vraiment connus, c'est les restes correspondant à notre espèce à nous, l'espèce moderne, c'est-à-dire les premières sapiens. Voilà encore un personnage historique extrêmement intéressant. C'est la famille Abo, vous avez là Abo, Luigi de mémoire, qui est en face à sa découverte, un éléphant européen, Elephas antiquus. Donc, c'est les tout derniers éléphants qui se trouvent ici, en Europe. Là, c'est la grotte de la Varma Grande, et la fermeture ici, que vous voyez, ces petites constructions, c'est parce qu'ils transforment la Varma Grande en un musée. Donc, pour rentrer et voir ce qui était trouvé, il fallait payer un droit d'entrée. Vous l'avez ici. Là, c'est l'intérieur de la Varma Grande, avec, dans cette vitrine-là, l'éléphant, donc dans les contextes des découvertes, et un peu plus haut, vous avez encore une découverte incroyable, c'est une triple sépulture des sapiens, évidemment, donc 3 individus enterrés, un homme et 2 jeunes femmes, en tout cas, ils ne sont pas plus de 20 ans, donc c'est difficile d'être sûr qu'il s'agit vraiment des femmes. On dit aussi les adolescents, mais bon, c'est un peu plus grand que des adolescents. Bref, ça c'est encore des discussions particulières. Eh bien, la famille Abo, ils sont quand même assez incroyables. C'est-à-dire qu'ils sont découverts, ils sont vraiment les sons à faire. Ils comprennent très bien comment exploiter ces sites-là. Et ils vont l'exploiter à plusieurs niveaux. Alors vous allez voir, la falaise, elle est exploitée en tant que carrière. Donc, quand on enlève les rochers, on les vend. Ces rochers, ils sont vendus. À l'intérieur, ils font les musées avec des droits d'entrée et vous pouvez même trouver des cartes postales. Ils font des photos de ces découvertes et vous pouvez acheter des cartes postales. La terre qui sort des fouilles,
elle est tamisée pour récupérer un maximum d'objets, évidemment, mais surtout, elle est revendue en tant que terrain agricole. Et pour fouiller à l'intérieur, il fallait payer un droit de fouille à l'intérieur. Donc, par exemple, lui, Alexandre Julien, il fait partie des gens qui sont payés pour fouiller là-dedans. Il faut vous dire qu'après, selon les types de découvertes, la tarif, elle pouvait être variable. Si vous trouviez quelque chose de très important, déjà, il se réservait les droits de garder la découverte, et ensuite, sinon, il fallait quand même augmenter la tarif. Tout selon l'importance de cette découverte. Alors, vous voyez, cette structure-là, c'était devenu une véritable affaire. Et c'est vraiment les tout premiers qui vont exploiter les grottes de Grimaldi en tant que lieu patrimonial, finalement, même s'il y a quand même une exploitation économique qui est vraiment très reliée. Alors, vous allez voir un peu tout ça version plus moderne. Là, c'est l'éléphant, c'est ce qui reste de moins. Ce fameux éléphant qui était considéré comme disparu. C'est-à-dire que suite au bombardement pendant la Deuxième Guerre, eh bien, le matériel était installé au fond de la grotte tel que vous l'avez vu, comme au musée. Dans la triple sépulture que vous en avez là, elle a énormément souffert parce qu'elle était encore sur place. L'éléphant, bien, vous voyez, on a trouvé quand même pas mal, hein, mais il est extrêmement fracturé. Le crâne, il a complètement explosé. Donc, il est plus présentable, on va dire, à niveau muséographique. Hein. Il y a quelques restes que nous avons choisis qui sont présentés dans l'exposition permanente des grottes de Grimaldi. En fait, il s'agissait d'un éléphanteau dans moins de 3 ans. C'est par rapport aux défenses et par rapport au reste des dents qu'on peut connaître l'âge de cet individu. Et il a été chassé par des hommes de Néandertal. En fait, ça correspond à la période des hommes de Néandertal. Ils l'ont fait tomber au fond de la grotte, de la Barma Grande, et du coup, l'éléphant, il n'a pas pu ressortir parce qu'il glissait à cause de son poids. Ils ont établi une sorte de piège, en utilisant les feux d'ailleurs. Et l'éléphant, il s'est trouvé coincé au fond de cette cuvette, où il a été dépecé sur place, puisque des outils, ils ont été trouvés à l'intérieur carrément des ossements. Donc, vous voyez, dépecé et consommé, pas sûr sur place, mais en tout cas dépecé déjà sur place. Il s'est trouvé ici, et c'est ici que s'est trouvé ces petites structures que vous avez vues du moment de la découverte à l'intérieur de ces musées organisés par les Abo. La triple sépulture que vous avez là, elle s'est trouvée ici, à ce niveau-là, au niveau de cette fissure de la falaise. Probablement dû à ces bombardements, le fond de la grotte de la Barma Grande, elle est percée. C'est-à-dire ça donne directement sur les chemins de fer. Donc chaque fois que les trains ils passent, vous le voyez passer là. Et chaque fois que vous passez en train, vous voyez la grotte de la Barma Grande. Donc c'est vrai que ça fait énormément de dégâts. Regardez les 2 corps des adolescents, dont probablement 2 femmes, elles sont extrêmement reconstituées. Mis à part les crânes, qui ont été miraculeusement préservés, eh bien, le reste du corps, il est quand même assez altéré. Alors, pour les fouilles des Abo, on va dire ça, que, mis à part la question de cette exploitation, eux non plus, ils n'avaient pas un intérêt particulièrement scientifique, hein, il n'y a pas eu de publication. Eux, c'était la question de mettre en avant la possibilité de fouiller à l'intérieur, de donner l'accès à ces gens-là qui pouvaient payer. Donc, ils ont eu quand même leur rôle à ce niveau-là. Et là, on passe aux découvertes de Stanislas Bonfils quand même. Il a fallu attendre, comme je vous disais, un certain nombre d'années. Donc, c'est en 1894 qu'il arrive à trouver enfin, lui aussi, une sépulture. Il fouille avec lui, Alexandre Julien. Ils ont payé l'accès à fouiller dans la Barma Grande. Et il commence à trouver des restes, dont c'est Stanislas Bonfils qui prévient à lui, Alexandre Julien, en lui disant « Attention, ça, ce sont des restes humains ». Du coup, lui, Alexandre Julien, lui, ça ne l'intéresse pas beaucoup parce qu'il n'a pas beaucoup d'acheteurs, sauf si vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire avec des bijoux, etc., etc. Mais pour lui, ce sont plutôt les petits objets qui l'intéressent par rapport à son antiquaire. Donc, il lui dit, puisque c'est toi qui t'es rendu compte, je te laisse cette sépulture. Donc, il fouille la sépulture. Cette sépulture, elle devait porter des parures
Nous avons quelques coquillages percés. Il y a des lames en silex. Il y avait des grandes pierres taillées en forme rhomboïdale qui entouraient les crânes. Comme c'est propre à la culture gravettienne, celle qui correspond aux enterrements des Homo sapiens d'il y a 25 000 ans, qui correspond également à une période bien particulière pour les grottes de Grimaldi, c'est-à-dire la période la plus froide. Eh bien, il finit sa sépulture. Il finit de la fouiller et il compte l'amener au musée de Menton. Mais là, il éclate une discussion avec la famille Abo. Eux, évidemment, ils réclament plus d'argent pour pouvoir amener la sépulture, puisque c'est vraiment une grosse découverte. Il faut payer de l'argent pour ça. Mais bon, fils, il n'a pas d'argent. Il ne peut pas faire face à ce changement subit des tarifs. Donc, du coup, conflit éclate. Il part en disant de toute façon, non, c'est pas comme ça. Moi, demain, je viens chercher ma sépulture. C'est moi qui l'ai trouvée, qui l'a sortie, on avait payé. Et ils partent. Le lendemain, quand il revient, la sépulture, elle est détruite. Et ça, il va le garder puisqu'il en parle aux gens quand il vient visiter son cabinet d'histoire naturelle. Il en parle de cette frustration quand même qui a dû lui faire extrêmement mal puisque c'est un passionné. Eh bien, il a pu récupérer uniquement les crânes, un fémur que vous voyez ici, un morceau, quelques lames qui entouraient les crânes, une partie des parures, c'est-à-dire ces coquillages que vous avez là, qui portaient, quelques fragments de tibia, mais vraiment extrêmement fragmentés. Eh bien, ces crânes-là, il était exposé, ça c'est la photo des vitrines telles qu'elles étaient exposées dans les années 50. Mais imaginez, il y a eu quand même entre-temps, il y a eu plein des autres aventures, c'est-à-dire qu'il bon, il récupère finalement ce qu'il peut de cette sépulture. Il a fait coller les crânes qui étaient complètement éclatés, donc il le restaure lui-même. Il le présente dans son musée, parce que c'était déjà le musée. Enfin, cabinet d'histoire naturelle qui ensuite va devenir un musée, puisque lui, le musée lui-même, il ne l'a jamais connu. Ces objets-là, ils sont repris depuis son cabinet dans le musée actuel, où ils sont présentés en vitrine, par celui qui va les succéder, c'est-à-dire le commandant Octobon. Grand préhistorien également. Eh bien, le commandant Octobon, c'est un militaire. Il est quand même engagé, il est dans les files, il part dans la guerre, exactement aussi, et il va continuer à faire des recherches chaque fois qu'il va être changé des lieux où il doit y aller. Et il revient de temps en temps à Menton pour s'occuper toujours de ces musées qui restent malgré tout ouverts. Imaginez que pendant les périodes d'occupation, ben, c'était l'Institut d'études Ligures à l'époque, hein, donc, qui vont récupérer les matériels provenant des grottes de Grimaldi, puisque finalement c'est l'Italie. Donc ils vont partir avec les crânes de cette sépulture. Ces crânes, il va partir donc d'abord à Bordighera, ensuite il va partir à l'Institut de paléontologie humaine italien qui était à l'époque à Florence. Et c'est à Florence que Cardini, un grand préhistorien qui va également fouiller dans les grottes de Grimaldi, il va faire restaurer les crânes. Dont leur intention, c'était celle de garder ces restos, puisque c'était des restos qui provenaient des grottes de Grimaldi, donc au territoire italien. Le commandant Octobon, quand il est rentré des fronts, il n'est pas du tout d'accord, et il veut que ces matériels viennent, puisqu'après tout, l'époque où il a été récupéré, c'était Stanislas von Fils qui avait payé ses droits pour le récupérer. Donc ça appartient à la France. C'est une collection à quelque part privée, donc ça appartient à la France. Il va partir jusqu'à l'Institut à Florence, récupérer les crânes. Il va revenir avec les crânes dans ses valises. Il va se faire arrêter à la frontière. On veut récupérer les crânes. Lui, il veut le ramener jusqu'en France. En Italie, on l'empêche de passer la frontière avec ses crânes. Et bien finalement, on ne connaît pas exactement les aléas de cette affaire-là, puisqu'il faut dire qu'Octobon, à cette époque-là, il était l'équivalent de responsable de la direction régionale d'archéologie française. C'était quand même une grande pointure. Et bien, il a réussi à ramener les crânes. Crâne qui est actuellement conservé au musée. À petite différence près, et ça, on ne connaît pas comment ça s'est passé, la mandibule, elle est disparue. Nous ne l'avons pas. Alors, normalement, il l'a rapporté entier, parce que ces photos, c'est bien après la guerre. Donc, il était entier. Mais entre-temps, la mandibule, elle n'y est plus.
Elle fait partie des matériels disparus. On ne sait pas où elle est passée, cette mandibule. Après, à côté, vous avez un autre objet. C'est un objet que Stanislas Bonfils il trouve dans la grotte de Florestan. La grotte de Florestan, c'est une des grottes le moins connues, puisque c'est la première qu'il va être vidée par les princes Florestan, justement, prince de Monaco, puisqu'il a l'intention de construire, de fabriquer à l'intérieur une sorte de pavillon de chasse. Donc, il fait vider la grotte et il jette les matériels dans les talus, ou, selon des autres historiens qui racontent cette histoire-là, ils disent qu'il récupère les matériels, il va l'amener à quelque part, probablement à Paris, mais ce matériel, il est officiellement disparu. On ne sait pas où il se trouve les matériels de la grotte de Florestan. À une seule différence, c'est cet objet que nous conservons au musée de préhistoire de Menton. C'est un objet qui est considéré comme une œuvre d'art. Ça fait partie de l'art mobilier. C'est contemporain au Vénus, c'est dans la même matière que les Vénus. Stanislas Bonfils, il le cite dans sa seule publication, celle que vous voyez là, des recherches autour des outils en silex des troglodytes et sur la manière dont il le fabriquait. Il en parle de cette découverte. C'est un petit objet qui mesure à peine 5 cm avec une perforation non aboutie, c'est-à-dire qu'il ne perce pas l'objet. Derrière, il y a encore ce système de quadrillage des lignes qui se croisent. Et il y a cette forme à tailler, une petite lobe, c'est tout lobé. Et lui, il appelle à cet objet-là les peignes, parce qu'il se dit que c'était peut-être un peigne pour les hommes préhistoriques, chose qui est absolument impossible, déjà parce que ces petites dentelures que vous voyez là, ils sont d'à peine à 2 mm, et que cette pierre, elle est extrêmement tendre, on ne peut pas se peigner sans l'abîmer complètement. Donc, son hypothèse autour d'un peigne, elle est impossible. Donc, par rapport aux soins dans lesquels ces traits ils sont faits, la façon dont ils se croisent dans cette face et dans la face arrière, la perforation qui est faite également avec énormément de soins, ça porte tout vers une hypothèse qu'on est en face à un objet d'art. Ce n'est pas un pendentif, c'est un objet d'art. Mais malheureusement, et pour le moment, il n'y a pas aucune hypothèse autre autour de cet objet. Suite à ce petit passage historique, maintenant il nous reste les creux de la question. Ils sont quoi ces grottes de Grimaldi? Eh bien, là vous avez une magnifique représentation, reconstitution d'Éric Guerrier. C'est un dessinateur qui avait fait cette peinture-là aux années 80 pour l'ouverture des musées en 1985, où vous avez les diverses cavités. L'Avrimoki, la grotte des Cavillons, où elle s'est trouvée la sépulture de cet homme de Menton dans Cavillon, où il y a également une représentation d'un cheval. Là derrière, vous avez la grotte de Florestan. Ici derrière, il y a l'Avry Lorenzi. Et encore derrière, ça serait la grotte des enfants et la grotte de Costantini. Et si on revenait vers la partie des dessins qui n'est pas développée, on reviendrait comme ça. Il y aurait le chemin de fer qui serait ici, au milieu, là, il passe. Et là, il y aurait Bombrini, il y aurait la Barma Grande, la Bausodator est disparue. Il y a encore derrière le chemin de fer. Il se trouve la grotte du Prince. Quoi qu'il en soit, ces grottes-là, ils sont des abris qui sont les produits d'une érosion marine. Ils sont fabriqués, ils sont constitués de calcaire jurassique. Donc, la constitution de toute cette falaise que vous voyez actuellement émerger, c'est-à-dire en dehors des eaux, elle s'est formée au fond de l'eau. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, à une certaine époque, dans Menton, ça c'est Menton, ça c'est la ville de Menton, tout ça, à une époque ancienne à l'arrivée de l'homme, c'est sous l'eau qui se trouve. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, si on devait parler des premiers habitants des Mentonnais, les premiers habitants des Mentonnais, ce sont des coquillages, puisque absolument tout notre territoire, il s'est formé sous l'eau. Et il est remonté petit à petit par un phénomène géologique qui s'appelle la surrection alpine et qui fait que notre littoral, il remonte chaque année, encore maintenant, de
en moyenne un demi-millimètre par année. Cela fait que le Cap Martin, par exemple, il y a 1 million d'années, il est complètement sous l'eau, tout comme la plaine de Menton ou comme les grottes de Grimaldi. Il y a 1 million d'années, le seul niveau qui ressort des bords de mer, c'est ce que vous trouvez actuellement à 110 mètres d'auteur. C'est-à-dire que la seule chose qui ressort un petit peu en terrestre, c'est la frontière supérieure. Il faut vous dire ça. Tout le reste, c'est sous l'eau. Et ce n'est pas parce que le niveau de la mer il soit plus haut, c'est parce que c'est le littoral qui est plus bas. Il faut toujours tenir ça en compte, puisque des changements de niveau de la mer, il y a eu, mais pas aussi importants. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste de ces périodes-là, de cette émergence de l'eau qui est quand même très lente, hein? Eh bien, dans la Barma Grande, par exemple, ce que vous avez ici, c'est des niveaux de concrétion encore d'origine marine, c'est-à-dire correspondant à une plage bien particulière, qu'on appelle la plage tyrrhénienne, et qui est vieille de plus de 1250 000 ans. Et là, vous en avez, regardez, des coquillages. Il y a un sable marin et des coquillages. Vous pouvez trouver des patelles, vous pouvez trouver des strombes. C'est une plage tropicale à ces périodes-là. Et il se trouve en forme de concrétion dans les fonds des grottes, qui maintenant, ils sont évidemment à un certain nombre de mètres sur le niveau de la mer, puisqu'on est toujours dans cette remontée qui va se produire. Eh bien, ces genres de plages fossiles, il y en a plusieurs dans les grottes de Grimaldi. Hein. Ce n'est pas les seuls, les niveaux tyrrhéniens, il y a bien d'autres. Ensuite, il y a donc cette montée, cette émergence de ces grottes que nous connaissons actuellement, que nous pouvons visiter, mais il y a ce niveau aussi d'archéologie terrestre. En archéologie terrestre, dans les grottes qui sont actuellement émergées, on peut trouver toute une série de choses. Ici, par exemple, vous avez un collègue de l'université de Genova, qui est un préhistorien très connu, Fabio Negrino, et qui est en train de fouiller un foyer de la grotte Bombrini. C'était aux alentours de 2006, où le fonds de la recherche qui s'est fait avec l'université des Ducs, en Caroline du Nord, et la question de la recherche, c'était le niveau de transition entre les dernières Néandertals et les premières sapiens, par exemple. Donc, vous voyez, il y a toujours des recherches qui se font. Mais c'est vrai que les grottes de Grimaldi, c'est une archéologie de géologie déjà, tout ce qui concerne ces plages fossiles, etc. Il y a une évolution de l'homme qui va se produire. Et vous avez également l'art, qui est quand même très important. Les fameuses statuettes dont on en parlait tout à l'heure, la découverte d'une gravure, mais n'est pas la seule, hein. C'est la seule gravure figurative, mais il y a énormément de traces de gravures abstraites dans la falaise des grottes de Grimaldi. Et encore, il y a un an, il y a eu une prospection avec toute une série d'éléments technologiques qui ont permis de détecter des digitations, des traces d'ocre rouge, etc., dans l'ensemble de la falaise des grottes de Grimaldi. Nous, notre objet, ce qu'on appelle toujours entre guillemets les peignes, sachant qu'il n'est pas un peigne, mais voilà, c'est notre objet d'art mobilier. Et encore une partie des collections des musées de Menton, ça c'est un godet d'ocre, c'est extrêmement rare aussi. Vous voyez, c'est une pierre qui a été donc travaillée au milieu. La perforation elle est complètement érodée puisqu'elle a servi pour écraser de l'ocre. L'ocre rouge. Donc nous avons également un morceau. Ocre rouge qui ne vient pas des Roussillons ou de la Ligurie, elle vient de l'île d'Elbe. C'est-à-dire qu'à certaines périodes, les Homo sapiens, quand ils ont besoin de récupérer de l'ocre qu'ils vont utiliser dans le cadre de ces sépultures, ils ne vont pas chercher le plus simple. Ils vont aller jusqu'à l'île d'Elbe. Alors on peut se dire, il y a une navigation? Eh bien non, pas nécessairement. Puisque pendant les moments où les hommes ils utilisent l'ocre rouge dans les séries de ces développements culturels, on est dans une période extrêmement froide. Donc là, il y a eu une descente au niveau de la mer. Donc une grosse partie de ce passage-là, ils la font à pied. Ils vont jusqu'en Toscane, ils traversent à pied. Et après, peut-être, il y a quelques mètres encore à réaliser bien une sorte de navigation assez sommaire et probablement par cabotage, hein, ils vont pas s'éloigner quand même des côtes. Mais en tout cas, ce qui est définitif, prouvé, c'est le fait que l'ocre utilisé au Grottes de Grimaldi, il vient de l'île d'Elbe. Alors,
Il y a d'autres choses aussi, il n'y a pas que l'art hein, dans les grottes de Grimaldi. Il y a l'évolution de l'homme, donc on en parlait tout à l'heure, ces fameux hommes de Néandertal qui profitent de la cuvette de la Varma Grande pour chasser les derniers éléphants. Et ici, nous avons une représentation, c'est un dessin de Stanislas Bonfils qui représente les troglodytes, puisqu'on les appelait comme ça, hein, les troglodytes qu'il va réaliser la pêche sur son tronc d'arbre. Donc, même si on est quand même dans des périodes très anciennes et que Stanislas Bonfils n'était que très amateur, on va dire, il se pose quand même beaucoup de questions à ce niveau-là, à ce niveau d'évolution de l'homme. Il suppose quoi maintenant les grottes de Grimaldi? Eh bien, les grottes de Grimaldi, c'est aussi un marqueur climatique, pas seulement géologique par rapport à ce littoral qui est continuellement en émergence en moyenne en demi-millimètre par année dû à la sélection alpine et indiqué par les mouvements sismiques dont nous avons chaque année une petite poussée, hein, même si on ne se rend pas compte. Les grottes de Grimaldi sont aussi intéressants à niveau de ce qui concerne ces fameux changements climatiques dont on entend parler, on entend énormément parler. Parfois, il y a beaucoup d'erreurs. Sachez que dans la préhistoire, il y en a eu des changements climatiques. Évidemment, ce qui change, c'est la temporalité de ces changements climatiques. Ils sont actuellement extrêmement rapides. C'est ça qui est complètement anormal. Alors que pendant la période de la préhistoire, ces changements climatiques, ils s'étalent sur des cycles de 100 000 ans. 100 000 ans. Et ça, elle a eu lieu à partir d'une certaine période également. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire que seulement à partir de 900 000 ans, les cycles climatiques ils vont être plus longs. C'est-à-dire qu'avant 1 million d'années, en gros, hein, pour arrondir, les cycles climatiques, froid et chaud, une pulsation froide suivie d'une eau chaude, elle s'étalait uniquement sur 41 000 ans. C'est une recherche très récente. Et c'est seulement à partir de 900 000 ans, donc 1 million d'années pour arrondir, que ces cycles climatiques ils vont s'allonger et ils vont partir sur 1 million d'années. Dans ces millions d'années, sur 100 000 ans, pardon. Alors, pendant ces 100 000 ans, la période froide ou la période chaude, ils sont beaucoup, beaucoup plus longs. Ce qui a un effet direct sur la survie des groupes de faune ou des animaux en général, c'est-à-dire tout ce qui est la biodiversité, elle va subir un changement climatique qui se passe dans des périodes froides pendant une très longue phase de temps ou une période climatique, on va dire, tempérée, pendant également une période très longue. Ça implique une adaptation nécessaire pour nos survies et ça implique forcément la disparition de certaines espèces, puisque pas toutes les espèces ils ont la capacité de s'adapter à ces changements. Alors, au grottes de Grimaldi, depuis les hommes de Néandertal, eh bien, vous en avez, là ici, c'est ce qu'on considère une courbe climatique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les stades isotopiques. Hein. Donc, c'est les périodes en définitive qui séparent les phases plutôt froides et les phases plutôt chaudes. Donc, par exemple, ici, hein, vous avez une phase qui est assez froide, c'est les bleus. Là, à la 7, vous avez une phase qui est, sauf avec une pointe qui est quand même froide, assez tempérée. Vous avez encore une phase froide. Si vous remarquez bien, les stades isotopiques qui partent sur un chiffre pair, ils sont nettement plus froids que ceux qui sont sur une phase à un numéro impair. Nous sommes dans cette phase-là, la numéro 1. On est dans une période climatique tempérée qui, malheureusement, quand on voit les courbes climatiques actuelles, elles font une montée extrêmement rapide, c'est-à-dire même pas de 1000 ans, alors que nos phases, ils sont quand même étalés, regardez, hein. C'est 5 000, 200 000 ans, 300 000 ans. Hein. C'est quand même pas la même ampleur. Alors, les hommes de Néandertal, pendant les stades 4, ils vont connaître un climat froid. Les Homo sapiens, ça correspond à cette période-là. Ils vont connaître une des périodes les plus froides de l'histoire de l'humanité. Pendant ces pics froids, très très froids, c'est seulement dans ces périodes-là où on va connaître une descente du niveau de la mer. Descente du niveau de la mer qui est évaluée à peu près 110 mètres. Ces 110 mètres signifie qu'il y a une plaine qui va se dégager devant Monton, qui va être donc émergé, d'à peu près 5 km. 5. Donc, vous voyez qu'à niveau paysage, ça change complètement. Alors, vous avez ici des reconstitutions de faune pendant les périodes tempérées.
vous avez trouvé les derniers éléphants, par exemple, parce qu'après ils vont disparaître. C'est une espèce qui ne supportera plus les changements vers le froid, donc il va disparaître définitivement, les éléphants européens. Certaines formes de rhinocéros, on ne les verra plus du tout en Europe. Ils vont être remplacés par les formes adaptées au froid, et après c'est la disparition. Et vous en avez encore les lions des cavernes, etc. Donc ça correspond aux phases, on va dire, tempérées. Là, c'est les phases froides, donc vous en aviez de rennes en bord de mer, ce qui est maintenant les bords de mer, mais qui à l'époque était une plaine dégagée, mais pas seulement. Il y a également les mammouths, il y a les rhinocéros laineux, qui va remplacer les rhinocéros des steppes. Il y a les chevaux, les troupeaux de chevaux, qui ne peuvent pas arriver qu'au moment où la place se dégage, c'est pas une question de température, mais des places dégagées. Il va voir les renards polaires. Il fait partie des animaux qui vont être chassés au Grottes de Grimaldi. Eh bien, jusque-là, on se disait que les Grottes de Grimaldi s'étaient organisées comme ça. C'est ce niveau émergé des grottes que vous avez vu, et après directement la plaine, qui descendait comme ça, pendant les périodes froides. C'est travaillé à partir des courbes bathymétriques. Alors là, vous avez une vue faite du ciel, hein, des montons. Donc, là, c'est Roquebrune-Cap-Martin, les Cap-Martin, Montons, les ports, encore les vieux ports, les ports nouveaux, et là c'est la frontière. Eh bien, on se rend compte que tout cet espace-là, 5 km, c'était terrestre pendant les périodes de froid. Le niveau de la mer descendu, il avait dégagé toute cette place. Alors d'un point de vue, on va dire, territorial, ce n'était pas du tout la même chose, hein, ce n'est pas les mêmes paysages. Hein. Donc, on a fait une reconstitution très simple. Dans les Grottes de Grimaldi, dont les bords de mer actuellement, il est là. Voilà. Et ici, c'est cette plaine gagnée à l'eau où vous avez tous ces réseaux d'eau qui partent, hein, dont les Careils, les Borigots, etc., les Fossons, et bien d'autres sans lui. Ce sont donc des ruisseaux qui vont arriver et qui sont quand même, qui se développent sur cette plaine, mais il y a également des sources d'eau. Donc, entre ces sources, j'imagine que vous aviez tous entendu parler de la fameuse source de la Mortola, source d'eau douce qui arrive, eh bien, c'était pas la seule. Il y en avait bien d'autres qui se trouvaient donc dispersées tout au long de cette plaine. À cette plaine, que pour, on va dire, d'un point de vue théorique, c'était juste, voilà, la falaise, et après ça descendait en forme de plaine jusqu'à 5 km, puisqu'à partir de 5 km, il y a quand même une descente beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'on part sur des niveaux bathymétriques de plus de 1000 mètres. Donc là, la mer, elle y était là. C'était les derniers niveaux où les hommes, ils pouvaient donc évoluer dans cette plaine, tout comme les autres animaux terrestres. Et voilà que au mois d'août 2023, avec des amis plongeurs, nous partons au Grottes de Grimaldi, dans ce qu'on appelle les miroirs des failles. On cherchait à travailler, puisqu'on préparait déjà au mois d'août les journées de la science, donc pour 2023, et on cherchait à savoir si des côtés des enrochements accolés au littoral des côtés italiens, donc juste au pied de Valsirossi, on cherchait à connaître s'il y avait des corails, par exemple. On voulait savoir s'il y avait des formes de corail. On voulait connaître l'état de conservation de tout ce qui est les milieux marins. Donc, on voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait comme sorte de coquillages, poissons. Et évidemment, on voulait connaître l'état de conservation des banques de Posidonie. Et voilà que on s'est dit, bon, allez, descente. Donc, il y a 3 collègues qui sont plongeurs d'un grand niveau. Donc, il y a M. Perrano, il y a Valérie Huet, association ADE Méditerranée, et il y a également un autre collègue qui vient, qui fait partie des sympathisants de cette association dont je fais partie également, mais qui est aussi partie prenante d'une autre association avec laquelle nous travaillons, c'est ANAO, l'aventure sous-marine, et qui travaille en archéologie depuis maintenant 30 ans dans la rade de Villefranche. Et ils descendent pour voir un peu tout ça, et je leur demande, pour curiosité quand même, qu'ils fassent des photos de tous ces niveaux-là, parce que c'est quand même curieux. J'étais quand même très intéressée pour les musées d'obtenir des clichés, des images autour des pieds des grottes de Grimaldi. Et voilà qu'on tombe sur des grottes.
C'est-à-dire que les fonds, les pieds des grottes de Grimaldi, il est composé encore d'un autre niveau de grottes qui était donc émergé au moment de l'occupation des Homo sapiens à ce moment-là. Alors là, j'ai une commande particulière de ADE Méditerranée qui, alors je vous laisse sur cette magnifique image, donc de ces fonds-là, de ces fonds marins. Et je vais vous passer parce qu'il y a les collègues donc au DADE, donc Bernard Perrano, qui m'a dit tu passes cette vidéo, dont je pense qu'il va vous parler de la partie technique, parce que cette découverte-là, elle a fait quand même un petit peu de bruit, déjà parce que c'était inattendu. On n'attendait pas ça. Alors attendez. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci d'assister à cette superbe conférence sur l'histoire du patrimoine mentonné et des grottes de Grimaldi. Bon, vous ne verrez pas son visage. Je voudrais d'abord me faire pardonner, si vous le permettez, de ne pas être présent aujourd'hui, mais malheureusement, ADE Méditerranée, ou heureusement ADE Méditerranée se développe très 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 vite, et malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui. Je suis pris par beaucoup de rendez-vous, mais je sais que voilà, vous êtes de très très bonnes mains, d'excellentes mains, grâce à la présence d'Almudena, qui est la spécialiste et qui va vous faire rêver pendant de nombreuses minutes. Vous dire que la découverte des grottes sous-marines de Balzirossi n'aurait pas existé sans la présence, sans la volonté, sans l'opiniâtreté d'Almudena Arellano. C'est elle qui, depuis des années, essaye de convaincre beaucoup de gens d'aller voir devant le site de Balzirossi s'il n'y a pas une trace, s'il n'y avait pas des grottes sous-marines. Et je dois dire, je devais être honnête, que je n'ai pas cru, moi non plus. Je me suis dit, si vraiment ça devait exister, on l'aurait déjà trouvé. Et puis, pourquoi là tout ça me paraissait assez bizarre. Et en fait, c'est parce que nous sommes allés faire une expérimentation, une recherche sur la biodiversité dans le secteur, qu'on s'est dit, tiens, puisqu'on y est, allons jeter un coup d'œil devant ces grottes-là, et c'est ce qu'on a fait. Et puis, la surprise nous a attendus, puisque nous avons découvert 5 grottes sous-marines, et ça a été la merveille des merveilles. Et merci Almudena de nous avoir expliqué après toute l'importance de cette découverte. Alors, techniquement, on va être honnête, nous ne sommes pas dans une plongée technique compliquée, puisque en termes de décompression, on n'est pas très profond, on est à 5 mètres de profondeur. Mais en revanche, on est dans une plongée très dangereuse, puisqu'on rentre dans des tunnels, dans des goulets qui font 1 mètre de largeur sur 1 mètre de hauteur. Vous voyez, pour une personne comme moi un peu volumineux, c'est un peu compliqué. Et on s'enfonce sur une quinzaine de mètres avec une pression de l'eau. Et quand on arrive au bout, c'est là où ça devient compliqué, puisque il y a beaucoup de ressacs. Et c'est là où il faut faire très 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 attention. Et donc tout a été fait pour avertir, informer, alerter les autorités italiennes sur la dangerosité de ces grottes, et surtout d'éviter qu'il y ait un accident, des personnes qui voudraient aller voir et puis se retrouveraient bloquées à l'intérieur. D'autant plus qu'il y a aussi des cavités d'air sur 2 grottes, qu'on ne sait pas quel type d'air sont contenus dans ces grottes, et donc il faut faire très 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 attention. Voilà. On est très heureux. Moi, je suis très fier d'avoir embarqué ADE Méditerranée dans cette recherche. Almudena va vous expliquer en détail tout ce que ça représente aujourd'hui pour les autorités italiennes, mais aussi et surtout pour le bassin mentonné. L'histoire de Menton s'est écrite il y a 24 000 ans, là, dans ce bassin mentonné. Et c'est un voyage extraordinaire que vous allez faire. Merci Almudena. Je sais que tu vas faire rêver beaucoup, beaucoup de gens, et que ce soir, beaucoup vont parler de cette découverte. Moi, je vous souhaite une très, très belle conférence. Profitez bien. Désolé encore de ne pas être avec vous. Et puis, j'espère un jour vous revoir bientôt. Merci à tous. Bonne conférence. Au revoir. Voilà les grottes. Alors, la première partie, c'est celle-ci. Alors, ça, c'est un abri qu'on a appelé abri numéro 1. Et après, on a donné nos petits noms pour histoire de se repérer, parce que
abri numéro 1, entre parenthèses, Arellano. Donc, vous en avez, c'est un plafond effondré, en définitive. Le plafond, il est tombé, un plafond effondré, est tombé de ses côtés. Probablement, et par rapport à certains endroits où on a vu, parce que là, j'étais passé voir un petit peu, il y a des formes arrondies. On se demande si ça n'a pas été des bombardements ou si c'est des tirs de canon, parce que ce sont des formes circulaires qui font que le plafond il est complètement tombé. Alors, j'ai appris qu'au XVIIIe siècle, je me réfère à Ève parce que c'est elle qui m'avait lancé sur la piste, et pas eux qui a eu des tirs de canon au XVIIIe, et donc ce sont des boules de canon d'un certain diamètre qui auraient pu effectivement faire tomber cette plafond. Donc ce n'est pas son véritable grotte, c'est plutôt un abri. Mais ça c'est quelque chose, et j'ai vu qu'il y a notre collègue Olivier Jude au fond de la salle et qu'on attend que lui il descende aussi pour faire peut-être quelques photos plus claires que celles que nous avons obtenues pendant cette journée-là. Donc là c'est Valérie Huet qui est là en train de plonger. Hein. Il est en train de regarder. Je leur avais demandé de bien regarder à niveau des parois parce qu'il peut avoir des concrétions telles que vous avez vu dans les diapositives précédentes à niveau des concrétions marines ou d'autres. La question maintenant, ça va être celle-ci. Là, c'est la grotte numéro 1, Bonfils, grotte Stanislas Bonfils, sachant que nous, l'ensemble, on l'a appelée les grottes de Bonfils. Eh bien, la grotte Bonfils, elle est complètement colmatée. On ne sait pas la profondeur réelle, c'est-à-dire à combien de niveaux, de mètres, elle est remplie de ces sortes de cailloutis, qui est un cailloutis quand même naturel hein, et local. Puisqu'à un moment donné, on s'était posé une question, est-ce qu'il peut avoir de la contamination, de la pollution, des déchets qui sont venus ou autres? Eh bien, pas du tout. C'est extrêmement propre, l'eau elle est propre, il y a beaucoup d'espèces qui sont très sensibles à la pollution et qui du coup, elles sont là sur place. Donc, dans cette première grotte Bonfils, bien, vous voyez que là, il y a une poche d'air, là c'est sous l'eau, mais là il y a une poche d'air qui est installée. Hein. Donc ça fait partie, comme il a expliqué tout à l'heure à Bernard Perrano, de la difficulté et plutôt de la dangerosité de ces grottes-là. Puisque imaginez que quelqu'un peut décider de descendre et d'enlever les détendeurs puisqu'il se trouve la tête en dehors de l'eau, mais on ne connaît pas l'état de l'oxygène à l'intérieur de ces cavités. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, mis à part que ça bouge énormément, hein, ça c'est aussi un des questionnements. Hein. Donc là, vous voyez Bernard Perrano qui rentre, c'est à peu près, ça va faire peut-être 2 mètres à niveau de l'entrée, sachant qu'en hauteur, ça fait 1 mètre, 1,50 m, pas plus, mais elle est colmatée. Et ça fera partie de ces difficultés par rapport à la possible exploitation en recherche archéologique de ces grottes-là. Puisqu'on sait qu'à la période où les Homo sapiens sont là, et même à la période où Néandertal sont là, et qu'il y a une descente des niveaux de la mer causée par un refroidissement climatique, ces grottes-là, ils sont vraiment au pied des Valserosi, donc elles aussi, elles sont émergées, elles sont donc potentiellement utilisables par ces hommes-là. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qui reste donc de ces niveaux anthropiques. Alors voilà, une fois qu'on sort la tête de l'eau, on se trouve en face à ça. Donc ça, c'est évidemment c'est la même formation. Là, vous voyez la cheminée qui donne vers l'extérieur. Là, c'est les parois en calcaire. Toutes ces parois, calcaire jurassique, hein, il faudra tout examiner. Mais vraiment, que ça soit un émergé comme dans ces cas, puisque l'eau elle est à ce niveau-là, comme la partie sous-marine, il faudrait vraiment vérifier s'il n'y a pas de gravures hein, qu'ils peuvent encore avoir résisté à l'érosion marine, sachant que malgré tout, il y a quand même les battements des vagues. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, s'il y a des gravures encore conservées, il faudra les préserver. Donc, les remplir, les colmater en résine ou toute une autre matière qui puisse les préserver de cette érosion, qu'on sait qu'il va s'intensifier avec le temps, puisque le niveau de la mer, il est en montée. Il ne faut pas l'oublier, ça. Alors, petite grotte numéro 2 qu'on appelle Perrano. Donc, ici, il y a une grotte encore en formation. Là, vous avez une sorte de plancher qui sépare. Donc, vous avez la grotte numéro 2, grotte Perrano. Et ici, juste à coller, séparé encore pour une var, il y a encore une troisième grotte. C'est la grotte Huet. Donc, je vous montre une image
de l'intérieur de la grotte, grotte Perranon. Donc, vous voyez, les sols, il n'y a vraiment pas de matériel allochtone. C'est tout local, c'est que des calcaires jurassiques, ce sont des petits galets des plages érodées, rondes. C'est parfaitement propre, comme vous pouvez voir. Là, il ne semble pas que nous soyons en face à des niveaux de concrétion, alors que dans la première grotte que je vous ai montré, la grotte Bonfils, il y a des concrétions accolées au mur. Nous maintenant, on reste à déterminer effectivement la provenance de ces concrétions qui peuvent être extrêmement anciennes. Hein. Ils peuvent dater, comme on en parlait tout à l'heure avec M. Egard, on parlait des moments de dessèchement de la Méditerranée, il y a 7 millions d'années. Sachez que ce dessèchement, effectivement, il a également affecté ces grottes-là et que les concrétions de cette période-là, dues à une réaction chimique qui se produit entre la salinité et le dessèchement, ils vont laisser une sorte de concrétion ferrugineuse d'une couleur rouge. Et il me semblait que dans la grotte Bonfils, il y a ce genre de concrétion. Mais il faudrait vraiment redescendre, faire des vraies photos, et faire vraiment peut-être même des prélèvements, puisque sinon ça va être très compliqué de le faire juste comme ça. Alors la grotte Huet, elle est très particulière. Là, la forme, vous voyez, ce sont des vares probablement effondrés, mais elle est quand même assez profonde. Je vous parle des grottes qui sont quand même à très peu de profondeur, c'est-à-dire maximum 100 mètres à niveau de profondeur, mais à l'intérieur, sur certains, vous pouvez aller jusqu'à 10 mètres. C'est le cas des tout premiers, des premiers abris. Donc là, il y a quand même un peu de la surface à l'intérieur, bien que là, on ne le voit pas trop. Selon les lieux, vous voyez qu'il y a des détachements de rochers qui sont nettement plus importants. Toujours calcaire jurassique, hein, rien d'allochtone. Alors, dans cette grotte, la grotte 3, la grotte Huet, il y a d'autres choses. Donc, vous voyez les fameuses traces marines, c'est-à-dire qu'on peut trouver en forme de concrétion, mais ça, ces petits trous que vous voyez là, ce sont des trous de lithodomes. Eh bien ça, normalement, ces lithodomes, ils n'agissent pas pendant que la grotte elle est sous l'eau. Il s'agit qu'au moment où les grottes ils sont émergées, enfin que les parois rocheuses ils sont émergées, ils sont entre deux, ils sont au niveau des battements des bagues, on va dire. Ça s'est produit, c'est l'altération qui produisent ces mollusques, ils se font au moment de transformation des corniches littorales, c'est-à-dire c'est au moment où les vagues, ils tapent, ils sont au niveau où ils tapent contre les rochers, et c'est à ce moment-là que ces mollusques-là qui font ces sortes de perforations, ils peuvent habiter. Donc ça veut dire que rien que ça à un moment donné, ça a été en dehors de l'eau, puisque sinon ils ne seraient pas pu agir et provoquer ces altérations. Voilà, vous voyez, hein, c'est l'intérieur, c'est des véritables couloirs, hein, c'est assez fin, comme vous voyez là, hein, c'est toujours rempli de ces matériels complètement locaux, il n'y a rien d'allochtone à l'intérieur, ils sont étroites, mais il ne faut pas oublier le fait que ces grottes-là, on ne voit que la partie haute, on ne sait pas à quel point ils sont profondes à niveau vertical, on ne connaît pas, puisque pour le moment, ils sont complètement remplis. Donc là, c'est la grotte Cassio, c'est la 4e et dernière, puisqu'on commençait par un abri, et après il y a les quatre cavités. Donc la grotte Cassio, elle a aussi une question de sécurité qui se pose. Hein. Elle a également ces sortes de poches émergées. Donc, très important, à répéter chaque fois, parce que je ne sais pas s'il y a des plongeurs entre l'assistance qui peuvent se dire, bah, tiens, on va aller faire un tour. Surtout, quand vous rentrez dans une cavité qui est immergée, même si à l'intérieur vous trouvez des poches d'air, il ne faut jamais enlever les détendeurs parce que vous ne connaissez pas la qualité d'air à l'intérieur. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment être très prudent. Donc du coup, dans cette image-là, dans cet ensemble, vous voyez plusieurs choses. Ça, c'est le dessin de Stanislas Bonfils de l'époque, où déjà vous voyez le niveau littoral qui m'a donné l'idée d'aller regarder parce que j'étais très curieuse. Vous voyez que déjà le niveau de la mer est 1868. Hein. Ce dessin, il est daté 1868. Les chemins de fer, il n'est pas encore. Et si vous regardez bien les rochers, c'est-à-dire les littorales rocheux, la mer, elle est plus basse que maintenant. Actuellement, la mer, c'est trop. Ah, je crois que la pile, elle est morte. Non. Si. Là. Ah.
Bon, je ne sais pas si je vais réussir à la faire fonctionner. Non, bon, bah, je vous montre. Je ne sais pas si ça arrive, ça. On va voir, hein, sinon je lâche. C'est là. Là, c'est toute la partie littorale. Et bah, la mer, elle est nettement plus haute maintenant. La mer, elle est vraiment à ce niveau-là. Hein. Elle est beaucoup plus haute. Eh bien, c'est cette forme un peu particulière. Je me suis dit, je voudrais bien avoir des photos pour voir comment elle est faite, cette érosion, à niveau des pieds des grottes de Grimaldi, parce qu'ils sont vraiment là, ils sont ici. L'ensemble de nos grottes, ils sont là. Là, c'est la reconstitution que vous avez vue à tout à l'heure, avec donc la partie émergée. Dans les grottes, ils étaient vraiment, étant donné qu'ils sont vraiment au pied, bah, toutes ces parties-là, elle est émergée. Donc, ils s'étaient émergés au moment de l'installation de ces populations pendant les périodes froides. Là, vous avez une photo actuelle. Donc, le niveau le plus haut, celui qui était émergé à 1 million d'années, c'est au niveau de la tour de Grimaldi, celle que vous avez là. Et là, c'est le niveau actuel. C'est-à-dire qu'il y a donc 3 niveaux de recherche. Le niveau le plus haut, c'est celui qui va être émergé à partir d'1 million d'années. Ce qui va sortir de l'eau avec l'ensemble des grottes de Grimaldi, on va dire classiques, celles qu'on connaît avec les sépultures, les chevals, les Vénus, les sépultures, etc. Et ce niveau qui est actuellement caché par l'eau, puisque le niveau de la mer il se trouve ici. Et donc, vous avez cet ensemble des grottes, et encore, si prospection il y a encore du reste de massif, à mon avis, il peut y avoir d'autres surprises. Donc voilà, hein, ces fameux 3 niveaux, vous avez quand même une petite récapitulatif de l'ensemble de ces grottes-là qui ne fait que montrer l'intérêt d'une étude karstique poussée. Puisque là, on est dans un massif qui est complètement perforé de tous les côtés. On connaît ce qui attire le plus l'attention, c'est-à-dire les vrais abris établis où en plus on peut trouver des restes, etc. Mais les cavités et surtout les réseaux karstiques de ces massifs des grottes de Grimaldi, donc transfrontaliers, ils sont complètement inconnus. Il n'y a pas eu encore de recherche. Donc ça, c'est une des, on va dire, des lignes sur lesquelles nous voudrions travailler en collaboration avec les équipes italiennes pour pouvoir arriver à faire une exploration systématique, mais géologique finalement, de ces massifs, parce qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de réseaux depuis la partie la plus haute, c'est-à-dire depuis la tour de Grimaldi, c'est au niveau des 100 mètres où l'homme il est déjà là. C'est 1 million d'années l'arrivée des hommes dans notre zone et qui sont plus installés dans ces grottes-là et qui probablement on a des choses qui sont encore inconnues. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'en parler de grottes de Grimaldi pour les années à venir si on nous laisse travailler. Ça c'est encore autre chose. Et là, vous en avez donc la vue de cet espace qui devait être dégagé devant Menton, devant les grottes de Grimaldi. Hein. Imaginez quand même à niveau des ressources ce que cela signifie, ces changements total et complet des paysages qui nous ouvrent donc toute une nouvelle expectative à plusieurs niveaux. D'une part, à niveau de la connaissance scientifique qui est finalement la base de ce travail que nous faisons au musée de préhistoire de Menton, puisque dans les musées, nous avons 2 fonctions. Une, c'est la préservation, évidemment, de tout ce qui est notre patrimoine, c'est patrimoine mentonais, mais qui est aussi patrimoine de l'humanité, finalement, si on veut y porter les choses jusqu'au bout, hein, étant donné qu'on parle des origines de l'homme et des origines de l'homme en Europe et en particulier dans notre région. Et d'un autre côté, vous avez un autre versant qui touche un petit peu moins. Nous, c'est la connaissance, effectivement, la divulgation et la connaissance. Mais après, cette connaissance-là, ces connaissances des ressources, ces connaissances des systèmes d'exploitation des ressources par des populations, ces populations qui sont nos ancêtres, ils peuvent peut-être nous apprendre de nouveaux systèmes actuellement perdus pour une survie dans un cas extrême, comme ce sont celui des changements climatiques. Je pense qu'en préhistoire, même si on peut penser que c'est quelque chose de complètement dépassé, eh bien, il faut se dire qu'ils peuvent peut-être nous apprendre beaucoup de choses et beaucoup de systèmes pour pouvoir maintenant faire face à ces changements qu'eux, déjà, ils sont connus. Donc, sur ces jolis mots d'espoir, je vous dis merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie de votre assistance.